Projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. Et aujourd'hui, nous vous emmenons sur les traces de la diaspora en France, mais aussi au Canada. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Acteur, réalisateur, scénariste, Eric Punewachi est un artiste convaincu du potentiel de l'art et du documentaire pour mieux faire comprendre le monde. Cet enfant de la diaspora centrafricaine, arrivé très jeune en France, œuvre aussi bien dans la fiction que le documentaire avec une fibre associative pour partager les savoirs. C'est notre invité du jour. Le métier de réalisateur n'est pas reconnu par les autorités. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, la plupart des réalisateurs sont formés sur le tas. L'Afromusée de Montréal a réussi en quelques années à s'imposer comme garant de la connaissance de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Une initiative à suivre. C'est un musée qui est vraiment unique en son genre parce qu'on n'en a pas d'autres à Montréal. C'est sûr qu'on a beaucoup de musées d'histoire, mais là, d'histoire vraiment sur une communauté, ça fait vraiment la différence dans le paysage muséal montréalais. En République centrafricaine, une ONG a décidé de chausser tout le pays. Une ambition qui démontre la force de l'esprit associatif local. Quand j'étais à Bangui, j'apprécie, je demande aux gens de m'acheter ça parce qu'en voyant, c'est très beau, il n'y a pas d'odeur. Et c'est exactement comme des chaussures qu'on fond avec la machine. Ça sort de l'usine. Je vous emmène au Canada pour ce premier sujet à Montréal, plus exactement une ville multiculturelle où la diaspora africaine est très présente. Une immigration relativement récente et qui, selon les recensements officiels, concerne en majorité des ressortissants d'Afrique de l'Est et du Nord. Pour représenter leur histoire, celle du continent, mais aussi sensibiliser contre le racisme, un musée a vu le jour. C'est l'Afromusée. Notre correspondant Jean-Baptiste Nyabienda a visité cet espace unique, très soutenu par la communauté africaine sur place. Regardez. Nous sommes ici à l'Afromusée, un endroit unique vantant la culture africaine, mais aussi l'Afrique, les Africains eux-mêmes, ainsi que les Afro-descendants à travers le Canada, leur culture et leur patrimoine vivant. Dans ce cadre exceptionnel où l'histoire africaine et la richesse culturelle du continent sont mises en valeur, les gens viennent aussi pour se rencontrer et apprendre. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci. Alors, vous êtes la bienvenue à l'Afromusée. Merci. Votre première visite? Oui. Ok. Comment connaissez-vous l'Afromusée? J'ai entendu parler de ça. J'ai eu l'occasion de filmer un petit truc ici. Et j'aimerais revenir voir. Ok, ben alors on vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors ici, c'est un musée qui parle de la présence et de l'expérience africaine, principalement à Montréal, mais aussi au Canada. Donc l'exposition s'appelle l'Afrique montréalaise. L'exposition ici est basée beaucoup aussi sur la voix. Donc c'est une voix, vraiment, on veut que la communication soit le plus directe que possible. Le musée accueille l'Afrique montréalaise qui est la série d'expositions en cours et présente le travail d'afrodescendants, qu'ils soient écrivains, historiens, chercheurs ou archivistes. C'est un musée qui est vraiment unique en son genre parce qu'on n'en a pas d'autres à Montréal. C'est sûr qu'on a beaucoup de musées d'histoire, mais là, d'histoire vraiment sur une communauté, ça fait vraiment la différence dans le paysage muséal montréalais. Et comparé par exemple à des musées d'art qui, eux, vont valoriser vraiment un objet matériel, par exemple des œuvres d'art ou même des objets. Ici, on va aussi avoir le côté sensible par justement tous les témoignages. Par exemple, on a Dorothy Williams qui, dans 5 vidéos, qui a été divisée en fait en 5 parties, on voit tout son parcours. Et le fait justement d'avoir cette dimension immatérielle, ça apporte une véritable plus-value aussi aux archives qui sont présentées. L'une des missions du musée est la lutte contre les discriminations et le racisme auxquels sont confrontées les communautés noires en général et la diaspora africaine en particulier. Aujourd'hui, Jacques, un agitateur culturel, anime une conférence au musée pour discuter des enjeux de l'expérience afro-québécoise en milieu de travail, mais aussi pour mettre en lumière des solutions pouvant être utiles aux communautés noires. Ce soir, à l'Afromusée, on a parlé de racisme systémique, les enjeux en tant qu'entrepreneur noir et même de la diversité culturelle ici au Québec. Comment faire pour réussir? Mais en premier lieu, c'est trouver sa volonté.
qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans ta vie, ou bien qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie, avoir le bon état d'esprit et changer son entourage. Parce que l'entourage a une influence sur nos actions, influence sur notre cheminement. Donc c'est ça qui est très important. C'est un musée, clairement, on peut voir, c'est un musée afro, où on vient s'éduquer et apprendre sur la culture afro. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent quelle est la culture afro. Donc j'invite n'importe qui à venir visiter l'afro-musée afin d'apprendre sur la culture. Le musée a été lancé en 2014 sous le nom d'Espace Mushagarusa en tant que galerie d'art et centre culturel. En 2018, il devait fermer faute de financement, mais la communauté a défendu cette grande cause. C'était souvent d'ordre financier, parce que ça coûte cher de mettre en place ce genre de projet. Et il y a le challenge aussi de se faire comprendre, parce que c'est tout nouveau, c'est ce que nous faisons ici. Même si la communauté le réclame depuis très longtemps, c'est vraiment nouveau ce que nous faisons. Une maison comme ici, c'est nouveau. C'est la communauté qui a pris ça vraiment à bout de bras. En 2018, on avait failli fermer. Et il y a eu une campagne vraiment très retentissante de la communauté, une mobilisation très très forte pour que, à l'époque c'était Espace Mushagarusa, pour que Espace Mushagarusa ne ferme pas. Non seulement la communauté a récolté assez d'argent pour que ça ne puisse pas fermer, mais en même temps, la communauté, avec moi évidemment, a pris des mesures pour travailler sur la pérennité. Pour la première fois au Québec, la culture africaine est actuellement bien représentée avec sa propre maison et sa propre histoire, la reliant au continent mère et mettant en lumière de nombreuses histoires de communautés dont les Québécois et les Canadiens n'ont jamais entendu parler auparavant. On peut sortir l'Africain de l'Afrique, mais on ne peut pas sortir l'Afrique de l'Africain. Donc, Africain un jour, Africain toujours. Donc, nous, les gens de la diaspora, on est toujours attachés au continent mère. Voilà. Parfois détruire, souvent construire, toujours servir. C'est le titre du documentaire qu'a réalisé en 2014 en République centrafricaine notre invité Eric Pounaouachi. Un retour au pays pour mieux comprendre ce que vit vraiment la population, mais aussi l'occasion de revenir sur ses origines familiales et de s'engager à travers un travail associatif. Il s'est confié à notre journaliste Xavier Rabineau. Pour se réconcilier avec sa population, l'armée effectue des travaux d'intérêt général en République centrafricaine. Un sujet que vous avez évoqué en 2014 lors de la réalisation de votre documentaire. Parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Comment avez-vous réalisé votre documentaire ? Ce documentaire me tenait à cœur. Il y a eu pendant de nombreuses années une crise politico-militaire en République centrafricaine. Je pense que beaucoup de gens, malheureusement, ont assisté à ces tragiques événements. Et pendant cette crise, l'armée centrafricaine était mal vue par la population centrafricaine. Mais il se trouve que moi, j'ai des cousins qui sont militaires. Et ils sont super. Ils ont une bonne mentale. Quoi. Donc, je ne comprenais pas. Quoi. Ce que je me suis dit, c'est qu'ok, il y a des pourris partout. Pourquoi ne pas essayer de montrer les deux facettes de l'armée centrafricaine? Donc, j'ai proposé ça au ministère de l'armée. Et l'ambassade de France a entendu parler de ce projet, m'a soutenu, parce que pour moi, il était important de montrer une armée centrafricaine au service de sa population. Voilà. Alors Bangui, la capitale de la République centrafricaine, est votre ville natale. À l'âge d'1 an, vous arrivez en France. Quel lien gardez-vous de votre pays d'origine ? Quel lien ? La famille. Il me reste pas grand monde. J'ai 1 ou 2 cousins qui sont encore là.
Et surtout, j'ai une tante qui, Dieu merci, est encore en vie, et une cousine avec qui on échange. Aujourd'hui, c'est plus, comment dire, c'est plus facile avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup moins cher et je me coupe pas parce que ça, nos parents nous ont toujours dit que le plus important, c'était la famille. Et ben, on essaye de continuer dans ces conseils et on lâche pas, quand on peut, on part à Bangui, on échange, on fait ce qu'on peut, sans rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un échange mutuel et puis c'est tellement beau d'avoir deux cultures. Vous avez réalisé un clip d'une série télévisée où vous avez fait appel, à travers l'association Alter Ego Centrafrique, à lutter contre la pauvreté et le sida à Bangui et dans le reste du monde. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'association Alter Ego Centrafrique? En quoi consiste-t-elle? L'association, bon, je vais d'abord parler du clip. Le clip a été réalisé par l'association en partenariat avec des grandes stars du monde du football, parce que j'ai mon petit frère Stéphane Pounewachi, qui est un ancien joueur professionnel. Je lui ai expliqué que ce qui se passe à Bangui, le taux de SIDA1, franchement, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Donc, nous, notre association, c'était avant tout promouvoir le sport à travers tout ce qui est possible pour amener les jeunes à avoir un peu plus de, comment dire, de conviction sur leur avenir, savoir que tout est possible si on le veut vraiment. Donc, tout naturellement, mon frère a répondu positivement et il a contacté. Alors, il y avait Drogba, il y avait Makelele et d'autres. Je crois que oui, il y avait Henry, il y avait Thierry Henry. Et donc, ils ont ce message, à travers ce clip, le message était « Jeunesse centrafricaine, réveillez-vous, battez-vous, rien n'est perdu ». C'est un message d'espoir pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà. En 2018, à travers le projet Doka Africa TV, vous avez contribué à accompagner les porteurs de projets de films documentaires en Centrafrique. Comment avez-vous travaillé avec eux? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Oui, le projet, c'était de faire un festival du film documentaire en Centrafrique. Donc pour cela, on a fait, je dirais, on a passé des annonces pour recruter plusieurs documentaristes, réalisateurs documentaristes, pour justement qui nous amènent des projets dans lesquels, je dirais, sur des thèmes bien précis, pour faire vivre ce festival. Mais malheureusement, il y a eu des mouvements, des guerres à répétition et donc la sécurité d'un festival n'était pas assurée. Donc on a abandonné le projet pour le moment. Alors Louis Vogue, l'initiateur de ce projet, a déclaré « Il manque à tous ces porteurs de projets ou initiés au cinéma la formation qui est pourtant très importante. » Qu'en pensez-vous? Je salue Louis Vogue, qui est l'initiateur du projet Afrique centrale. C'est lui qui a initié le premier festival du film documentaire d'Afrique centrale. Ça s'appelait le festival Bala Bala. Et à travers ces échanges, on s'est bien rendu compte qu'on a un problème en Afrique centrale. C'est-à-dire que le métier de réalisateur n'est pas reconnu par les autorités. Donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. La plupart des réalisateurs sont formés sur le tas. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait faire des écoles pour arriver à ce qu'il y ait beaucoup plus de réalisateurs. Sinon, il n'y aura pas beaucoup de réalisateurs qui pourront s'exprimer.
Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Cap sur le pays d'origine de notre invité, la République centrafricaine. Lors d'une visite le mois dernier, les experts du Fonds monétaire international y ont salué des signes encourageants de reprise économique tirés par les recettes pétrolières. La croissance du PIB devrait atteindre 3,4% en 2022 avec de bonnes perspectives pour les mois à venir. C'est évidemment un contexte plus propice à l'initiative privée, comme par exemple celle de ces hommes et femmes réunis au sein de l'Association des artisans de cuir de Bambari ou Asakuba. Bertrand Medagaimas, notre correspondant, les a rencontrés à l'est du pays, à 375 km de la capitale Bangui. Regardez. Sous ce hangar, une cinquantaine d'hommes et de femmes fabriquent des produits artisanaux à base de peaux de bêtes et des écorces d'arbres. Ils sont regroupés au sein de l'Asakuba, l'association des artisans de cuir de Bambari, 5e ville de Centrafrique située au centre du pays. On n'avait pas de siège à la création de l'association en 1991. Peu de temps, la mairie a envoyé notre dossier au domaine qui nous a cédé cet espace depuis 1995. Mais bien avant, on était dispersés avant de nous retrouver ici aujourd'hui. Ici, Mathias Junior Mandaba, président de l'association, et ses amis s'activent tous les jours pour chausser les habitants de la ville et les visiteurs de passage. Dans une journée, sauf surcharge ou empêchement, un artisan peut fabriquer 3 paires de chaussures, pas plus. Si tu reçois une commande directe, tu peux faire seul. Mais si c'est une commande adressée à l'association, nous travaillons à la chaîne. Le montage se fait ici et la finition se fait avec l'équipe sous le hangar là-bas. Chaussures, sacs à main ou ceintures artisanales sont vendus sur place par Bruno Arcel et ses collègues pour leur permettre de faire vivre leur famille. Ce modèle est celui qu'on appelle Duxaga. Je suis en train de faire l'assemblage. Jusqu'au soir, j'aurai terminé la finition avec la semelle. C'est un modèle commandé par un client. Le mauvais état des routes et l'insécurité font que le trafic est rare ou inexistant entre Bangui et Bambari. Pas facile dans ces conditions d'écouler les produits. La principale clientèle de l'association est constituée en grande partie de visiteurs expatriés travaillant ou de passage à Bambari. Quand j'étais à Bangui, j'apprécie, je demande aux gens de m'acheter ça parce qu'en voyant, c'est très beau, il n'y a pas l'odeur. Et c'est exactement comme des chaussures qu'on fond avec la machine. Ça sort de l'usine. Avec ces matières premières trouvées sur place, Asakuba est sans doute la seule industrie artisanale de Centrafrique capable de chausser le pays avec des produits de qualité reconnus dans tout le pays. Nous travaillons avec des peaux de chèvre, des peaux de mouton et des peaux de bœuf. Ces pneus usés, nous les achetons chez des transporteurs. Ils serviront de semelles de nos chaussures. Et on le voit aujourd'hui, la notoriété de l'association attire de plus en plus de femmes qui s'intéressent au métier de l'artisanat. Nous sommes dans un monde où la femme doit faire des choses au même titre que l'homme. Et je suis contente et fière de ce que je fais parmi les hommes. C'est un travail qui m'aide à subvenir aux besoins de ma famille. Le matin,
Mes enfants peuvent prendre le petit déjeuner et trouver un repas à leur retour de l'école. Salomé fait la fierté de ses semblables. Son courage et sa détermination forcent déjà l'admiration de beaucoup de gens qui nourrissent aussi l'envie de la suivre. En venant ici, je vois une femme parmi eux qui travaille tellement bien et ça me fait plaisir. C'est elle qui a fabriqué ces chaussures qui sont dans mon sac. J'ai aussi commandé un sac, mais le monsieur me dit de revenir à 15 h. Franchement, j'apprécie leurs produits. Pour Azakuba, l'objectif n'est pas seulement de faire le commerce de produits de qualité, c'est aussi la création d'emplois, en particulier pour les femmes, en leur offrant par exemple une formation gratuite. Et les activités de l'association de Bambari vont encore plus loin avec par exemple la mise à disposition de terrains pour la culture maraîchère à des veuves qui ne peuvent plus se rendre dans leurs champs à cause des dangers et de l'insécurité qui règnent dans le pays. Merci. Nous sommes reconnaissantes à ce geste qui nous permet à nous, femmes veuves, de trouver cette terre pour cultiver. Nous avons perdu nos maris et enfants et nous sommes démunis. Il faut dire que la ville, autrefois florissante avec plusieurs industries agroalimentaires installées là, a vu son économie s'effondrer et que peu d'activités à fort potentiel n'y subsistent. Trouver un travail reste la priorité numéro 1 pour tous. J'ai rejoint la Sakuba depuis que j'ai cessé les études. Pour ne pas rester sans travail, je me suis rapproché des autres pour apprendre. C'est avec le peu que je gagne ici que je nourris ma famille. J'épargne une partie pour gérer les moments difficiles. Avec ces dizaines d'emplois créés et son rôle vis-à-vis de la population, le créateur d'Azakuba espère bien que son association sera rapidement reconnue comme une véritable ONG. Une ambition légitime qui lui permettrait de s'équiper en matériel plus performant pour viser à chausser tout le pays en augmentant encore son impact social auprès des populations. Et nous retrouvons notre invité, Eric Pounewachi, qui nous plonge maintenant dans l'autre face de sa double culture, son enfance à Sarcelles, en banlieue parisienne. Écoutons-le. Retournons maintenant en France, où vous tournez actuellement la série La Loge du Président. À travers ce projet, vous exprimez une volonté que les habitants de quartiers sensibles, et notamment les jeunes, puissent se sentir concernés par la politique. En quoi est-ce important pour vous? D'abord, il y a un problème qui se passe dans les banlieues. Il y a un repli communautaire qui, sincèrement, me fait peur. Nous, on n'a pas vécu comme ça. Nous, on a vécu en harmonie avec tout le monde. Et aujourd'hui, quand on pose la question à certains jeunes, mais tu ne vas pas voter? Beaucoup de gens vous disent, beaucoup de jeunes vous disent, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème. Mais comment la France peut changer? C'est votre pays. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir bouger, il va falloir aller voter. Et donc, il était important pour moi de faire cette série en faisant un petit clin d'œil à toute cette jeunesse qui dit que c'est pas notre problème. Si, c'est votre problème, c'est votre pays, c'est à vous, la jeunesse, de changer les choses. Vous avez passé toute votre enfance à Sarcelles, en banlieue parisienne. De quelle manière avez-vous vécu cette période dans votre vie? C'était... Les gens vont dire, ouais, on est nostalgique et tout ça. Non, on vivait ensemble. Toutes les communautés étaient ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis d'origine musulmane, d'origine... excusez-moi, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs avec lesquels on entretient toujours d'excellentes relations. Je salue Karim Bouzidi, je salue Franck Brami, voilà, je crois que vous avez tout compris. Et voilà, ça c'était notre Sarcelles, c'était le Sarcelles où, ben voilà, quoi, moi par exemple, je suis un footeux, et ben, dans notre équipe de foot, on était beaucoup de noirs, quelques blancs, quelques juifs, quelques musulmans. Et ben, quand on traitait le sang noir, on faisait qu'un. Tout le monde allait tabasser pour dire les choses clairement. Et si on traitait un pote de sale juif, et ben, on faisait qu'un. On allait, et c'est pareil. Donc aujourd'hui, ce repli communautaire fait que
nous avons vécu une excellente période, d'excellents moments, mais je ne crois pas que ça soit la même chose aujourd'hui avec cette façon de penser. Votre premier film d'animation 2D, Sarcelles, mon amour, que vous avez réalisé avec votre frère Bruno, met en lumière la richesse des quartiers populaires et la lutte contre les discriminations. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette création artistique? Comment avez-vous vécu cette expérience en famille? D'abord, Sarcelles, mon amour est un projet qui a été écrit et réalisé par mon frère Bruno. Moi, je l'ai assisté. Des jeunes des quartiers difficiles ont participé à ce film d'animation 3D. Et on voulait mettre en lumière, il voulait mettre en lumière, je l'ai suivi il voulait mettre en lumière notre ville, Sarcelles, et tout ce qu'elle nous a apporté. Et en faisant participer des jeunes et des moins jeunes, c'était une belle expérience, une expérience enrichissante des deux côtés. Après tant de projets et de luttes pour préserver votre ville natale et votre banlieue de cœur, que souhaitez-vous mettre en perspective pour la suite? Avez-vous des projets en Afrique? D'abord, j'ai des projets à Sarcelles, en France, on a des projets. Pour l'Afrique, principalement à Bangui, oui, j'aimerais faire un long métrage qui est écrit, mais bon, les choses prennent du temps. Et parce que toujours dans cette même envie de faire partager, envie de l'expérience cinématographique que j'acquiers en France, j'aimerais la faire partager à des réalisateurs et à des comédiens centrafricains. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Eric Ponowachi ainsi que nos émissions sur notre site africaenair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!